9. Le jour du départ arriva. La veille, le complaisant M. Thomson nous avait apporté des lettres de recommandation pressantes pour le comte Tramp, gouverneur de l'Islande, M. Pewterson, le coadjuteur de l'évêque, et M. Finson, maire de Reykjavik. En retour, mon oncle lui octroya les plus chaleureuses poignées de main. Le 2, à 6 heures du matin, nos précieux bagages étaient rendus à bord de la Valkyrie. Le capitaine nous conduisit à des cabines assez étroites et disposées sous une espèce de rouffle. « Avons-nous bon vent ?» demanda mon oncle. « Excellent, » répondit le capitaine Bjarne. « Un vent de sud-est, nous allons sortir du sun de grand largue et toute voile dehors. » Quelques instants plus tard, la goélette, sous sa misaine, sa brigantine, son hunier et son perroquet, appareilla et donna à pleine toile dans le détroit. 1 heure après, la capitale du Danemark semblait s'enfoncer dans les flots éloignés et la Valkyrie rasait la côte de l'Elseneur. Dans la disposition nerveuse où je me trouvais, je m'attendais à voir l'ombre d'Hamlet errant sur la terrasse légendaire. « Sublime insensé, disais-je, tu nous approuverais sans doute. Tu nous suivrais peut-être pour venir au centre du globe chercher une solution à ton doute éternel. » Mais rien ne parut sur les antiques murailles. Le château est, d'ailleurs, beaucoup plus jeune que l'héroïque prince de Danemark. Il sert maintenant de loge somptueuse aux portiers de ce détroit du Sund où passent chaque année 15 000 navires de toutes les nations. Le château de Kronborg disparut bientôt dans la brume, ainsi que la tour d'Helsingborg, élevée sur la rive suédoise, et la goélette s'inclina légèrement sous les brises du Kattegat. La Valkyrie était fine voilière, mais avec un navire à voile, on ne sait jamais trop sur quoi compter. Elle transportait à Reykjavik du charbon, des ustensiles de ménage, de la poterie, des vêtements de laine et une cargaison de blé. 5 hommes d'équipage, tous danois, suffisaient à la manœuvrer. « Quelle sera la durée de la traversée ?» demanda mon oncle au capitaine. « 10 de jours, » répondit ce dernier, « si nous ne rencontrons pas trop de grains de nord-ouest par le travers des Féroé. »« Mais enfin, vous n'êtes pas sujet à éprouver des retards considérables. »« Non, monsieur Lindenbrock, soyez tranquille, nous arriverons. » Vers le soir, la goélette doubla le cap Skagen à la pointe nord du Danemark, traversa pendant la nuit le Skagerrak, rangea à l'extrémité de la Norvège par le travers du cap Lindness et donna dans la mer du Nord. 2 jours après, nous avions connaissance des côtes d'Écosse à la hauteur de Peterhead, et la Valkyrie se dirigea vers les Féroé en passant entre les Orcades et les Sealand. Bientôt, notre goélette fut battue par les vagues de l'Atlantique. Elle dut louvoyer contre le vent du nord et n'atteignit pas sans peine les Féroé. Le 8, le capitaine reconnut Myganès, la plus orientale de ces îles, et à partir de ce moment, il marcha droit au cap Portland, situé sur la côte méridionale de l'Islande. La traversée n'offrit aucun incident remarquable. Je supportai assez bien les épreuves de la mer. Mon oncle, à son grand dépit et à sa honte plus grande encore, ne cessa pas d'être malade. Il ne put donc entreprendre le capitaine Bjarne sur la question du Sneffels, sur les moyens de communication, sur les facilités de transport. Il dut remettre ses explications à son arrivée et passa tout son temps étendu dans sa cabine dont les cloisons craquaient par les grands coups de tangage. Il faut l'avouer, il méritait un peu son sort. Le 11, nous relevâmes le cap Portland. Le temps, clair alors, permit d'apercevoir le Myrdalsjökull qui le domine. Le cap se compose d'un gros morne à pente roide et planté tout seul sur la plage. La Valkyrie se tint à une distance raisonnable des côtes en les prolongeant vers l'ouest, au milieu de nombreux troupeaux de baleines et de requins. Bientôt apparut un immense rocher percé à jour, au travers duquel la mer écumeuse donnait avec furie. Les îlots de Westman semblèrent sortir de l'océan, comme une semée de rocs sur la plaine liquide. À partir de ce moment, la goélette prit du champ pour tourner à bonne distance le cap Reykjanes, qui ferme l'angle occidental de l'Islande. La mer, très forte, empêchait mon oncle de monter sur le pont pour admirer ses côtes déchiquetées et battues par les vents du sud-ouest.
48 heures après, en sortant d'une tempête qui força la goélette de fuir à sec de toile, on releva dans l'est la balise de la pointe de Skagen, dont les roches dangereuses se prolongent à une grande distance sous les flots. Un pilote islandais vint à bord, et 3 heures plus tard, la Valkyrie mouillait devant Reykjavik, dans la baie de Faxa. Le professeur sortit enfin de sa cabine, un peu pâle, un peu défait, mais toujours enthousiaste et avec un regard de satisfaction dans les yeux. La population de la ville, singulièrement intéressée par l'arrivée d'un navire dans lequel chacun a quelque chose à prendre, se groupait sur le quai. Mon oncle avait hâte d'abandonner sa prison flottante, pour ne pas dire son hôpital. Mais avant de quitter le pont de la Goélette, il m'entraîna à l'avant, et là, du doigt, il me montra, à la partie septentrionale de la baie, une haute montagne à 2 pointes, un double cône couvert de neiges éternelles. « Le Sneffels !» s'écria-t-il. « Le Sneffels !» Puis, après m'avoir recommandé du geste un silence absolu, il descendit dans le canot qui l'attendait. Je le suivis, et bientôt nous foulions du pied le sol de l'Islande. Tout d'abord apparut un homme de bonne figure et revêtu d'un costume de général. Ce n'était cependant qu'un simple magistrat, le gouverneur de l'île, monsieur le baron Tramp en personne. Le professeur reconnut à qui il avait affaire. Il remit au gouverneur ses lettres de Copenhague et il s'établit en danois une courte conversation à laquelle je demeurai absolument étranger, et pour cause. Mais de ce premier entretien, il résulta ceci: que le baron Tramp se mettait entièrement à la disposition du professeur Lindenbrock. Mon oncle reçut un accueil fort aimable du maire, M. Finson, non moins militaire par le costume que le gouverneur, mais aussi pacifique par tempérament et par état. Quant au coadjuteur, M. Picturson, il faisait actuellement une tournée épiscopale dans le bailliage du Nord. Nous devions renoncer provisoirement à lui être présentés. Mais un charmant homme, et dont le concours nous devint fort précieux, ce fut M. Fridriksson, professeur de sciences naturelles à l'école de Reykjavik. Ce savant modeste ne parlait que l'islandais et le latin. Il vint m'offrir ses services dans la langue d'Horace, et je sentis que nous étions faits pour nous comprendre. Ce fut, en effet, le seul personnage avec lequel je pus m'entretenir pendant mon séjour en Islande. Sur 3 chambres dont se composait sa maison, cet excellent homme en mit 2 à notre disposition, et bientôt nous y fûmes installés avec nos bagages, dont la quantité étonna un peu les habitants de Reykjavik. « Eh bien, Axel, » me dit mon oncle, « cela va, et le plus difficile est fait. »« Comment le plus difficile ?» m'écriai-je. « Sans doute, nous n'avons plus qu'à descendre. »« Si vous le prenez ainsi, vous avez raison, mais enfin... » Si vous le prenez ainsi, vous avez raison, mais enfin, après avoir descendu, il faudra remonter, j'imagine. Oh, cela ne m'inquiète guère, voyons, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais me rendre à la bibliothèque. Peut-être s'y trouve-t-il quelques manuscrits de Saknussemm, et je serai bien aise de le consulter. Alors, pendant ce temps, je vais visiter la ville. Est-ce que vous n'en ferez pas autant ? Oh, cela m'intéresse médiocrement. Ce qui est curieux dans cette terre d'Islande n'est pas dessus, mais dessous. Je sortis et j'errai au hasard. S'égarer dans les 2 rues de Reykjavik n'eût pas été chose facile. Je ne fus donc pas obligé de demander mon chemin, ce qui, dans la langue des gestes, expose à beaucoup de mécomptes. La ville s'allonge sur un sol assez bas et marécageux, entre 2 collines. Une immense coulée de lave la couvre d'un côté et descend en rampes assez douces vers la mer. De l'autre s'étend cette vaste baie de Faxa, bornée au nord par l'énorme glacier du Sneffels, et dans laquelle la Valkyrie se trouvait seule à l'ancre en ce moment. Ordinairement, les gardes-pêche anglais et français s'y tiennent mouillés au large, mais ils étaient alors en service sur les côtes orientales de l'île. La plus longue des 2 rues de Reykjavik est parallèle au rivage. Là demeurent les marchands et les négociants, dans des cabanes de bois faites de poutres rouges horizontalement disposées. L'autre rue, située plus à l'ouest, court vers un petit lac, entre les maisons de l'évêque et des autres personnages étrangers au commerce. J'eus bientôt arpenté ces voies mornes et tristes. J'entrevoyais parfois un bout de gazon décoloré, comme un vieux tapis de laine râpé par l'usage, ou bien quelque apparence de verger, dont les rares légumes,
pommes de terre, choux et laitues eussent figuré à l'aise sur une table lilliputienne. Quelques giroflées maladives essayaient aussi de prendre un petit air de soleil. Vers le milieu de la rue non commerçante, je trouvai le cimetière public enclos d'un mur en terre et dans lequel la place ne manquait pas. Puis, en quelques enjambées, j'arrivai à la maison du gouverneur, une masure comparée à l'hôtel de ville de Hambourg, un palais auprès des huttes de la population islandaise. Entre le petit lac et la ville s'élevait l'église, bâtie dans le goût protestant et construite en pierre calcinée dont les volcans font eux-mêmes les frais d'extraction. Par les grands vents d'ouest, son toit de tuiles rouges devait évidemment se disperser dans les airs au grand dommage des fidèles. Sur une éminence voisine, j'aperçus l'école nationale où, comme je l'appris plus tard de notre hôte, on professait l'hébreu, l'anglais, le français et le danois, 4 langues dont, à ma honte, je ne connaissais pas le premier mot. J'aurais été le dernier des 40 élèves que comptait ce petit collège, et indigne de coucher avec eux dans ces armoires à 2 compartiments ou de plus délicats étoufferaient dès la première nuit. En 3 heures, j'eus visité non seulement la ville, mais ses environs. L'aspect général en était singulièrement triste. Pas d'arbres, pas de végétation, pour ainsi dire. Partout, les arêtes vives des roches volcaniques. Les huttes des Islandais sont faites de terre et de tourbe, et leurs murs inclinés en dedans, elles ressemblent à des toits posés sur le sol. Seulement, ces toits sont des prairies relativement fécondes. Grâce à la chaleur de l'habitation, l'herbe y pousse avec assez de perfection et on la fauche soigneusement à l'époque de la fenaison, sans quoi les animaux domestiques viendraient paître sur ces demeures verdoyantes. Pendant mon excursion, je rencontrai peu d'habitants. En revenant à la rue commerçante, je vis la plus grande partie de la population occupée à sécher, saler et charger des morues, principal article d'exportation. Les hommes paraissaient robustes, mais lourds, des espèces d'Allemands blonds, à l'œil pensif, qui se sentent un peu en dehors de l'humanité, pauvres exilés relégués sur cette terre de glace, dont la nature aurait bien dû faire des Esquimaux, puisqu'elle les condamnait à vivre sur la limite du cercle polaire. J'essayais en vain de surprendre un sourire sur leur visage. Ils riaient quelquefois par une sorte de contraction involontaire des muscles, mais ils ne souriaient jamais. Leur costume consistait en une grossière vareuse de laine noire connue dans tous les pays scandinaves sous le nom de vadmel, un chapeau à vaste bords, un pantalon à liséré rouge et un morceau de cuir replié en manière de chaussure. Les femmes, à figure triste et résignée, d'un type assez agréable mais sans expression, étaient vêtues d'un corsage et d'une jupe de vadmel sombre. Filles, elles portaient sur leurs cheveux tressés en guirlande un petit bonnet de tricot brun. Mariées, elles entouraient leur tête d'un mouchoir de couleur, surmonté d'un cimier de toile blanche. Après une bonne promenade, lorsque je rentrai dans la maison de M. Fridriksson, mon oncle s'y trouvait déjà, en compagnie de son hôte. 10. Le dîner était prêt. Il fut dévoré avec avidité par le professeur Lindenbrock, dont la diète forcée du bord avait changé l'estomac en un gouffre profond. Ce repas, plus danois qu'islandais, n'eut rien de remarquable en lui-même, mais notre hôte, plus islandais que danois, me rappela les héros de l'antique hospitalité. Il me parut évident que nous étions chez lui plus que lui-même. La conversation se fit en langue indigène, que mon oncle entremêlait d'allemand et M. Fridriksson de latin, afin que je pusse la comprendre. Elle roula sur des questions scientifiques, comme il convient à des savants. Mais le professeur Lindenbrock se tint sur la plus excessive réserve, et ses yeux me recommandaient à chaque phrase un silence absolu touchant nos projets à venir. Tout d'abord, M. Fridriksson s'enquit auprès de mon oncle du résultat de ses recherches à la bibliothèque. « Votre bibliothèque ?» s'écria ce dernier. « Elle ne se compose que de livres dépareillés sur des rayons presque déserts. »« Comment ?» répondit M. Fridriksson. « Nous possédons 8000 volumes dont beaucoup sont précieux et rares, des ouvrages en vieille langue scandinave et toutes les nouveautés dont Copenhague nous approvisionne chaque année. »« Où prenez-vous ces 8000 volumes ? Pour mon compte ? » ?»« Oh, monsieur Lindenbrock, il court le pays. On a le goût de l'étude dans notre vieille île de glace.
Pas un fermier, pas un pêcheur qui ne sache lire et qui ne lise. Nous pensons que des livres, au lieu de moisir derrière une grille de fer, loin des regards curieux, sont destinés à s'user sous les yeux des lecteurs. Aussi ces volumes passent-ils de main en main, feuilletés, lus et relus, et souvent ils ne reviennent à leur rayon qu'après 1 an ou 2 d'absence. En attendant, répondit mon oncle avec un certain dépit, les étrangers. Que voulez-vous ? Les étrangers ont chez eux leur bibliothèque, et avant tout il faut que nos paysans s'instruisent. Je vous le répète, l'amour de l'étude est dans le sang islandais. Aussi, en 1816, nous avons fondé une société littéraire qui va bien. Des savants étrangers s'honorent d'en faire partie. Elle publie des livres destinés à l'éducation de nos compatriotes et rend de véritables services au pays. Si vous voulez être un de nos membres correspondants, monsieur Lindenbrock, vous nous ferez le plus grand plaisir. Mon oncle, qui appartenait déjà à une centaine de sociétés scientifiques, accepta avec une bonne grâce dont fut touché monsieur Fredrickson. Maintenant, reprit celui-ci, veuillez m'indiquer les livres que vous espériez trouver à notre bibliothèque, et je pourrai peut-être vous renseigner à leur égard. Je regardai mon oncle. Il hésita à répondre. Cela touchait directement à ses projets. Cependant, après avoir réfléchi, il se décida à parler. « Monsieur Fredrickson, dit-il, je voulais savoir si, parmi les ouvrages anciens, vous possédiez ceux d'Arne Saknussemm. » « Arne Saknussemm, » répondit le professeur de Reykjavik. « Vous voulez parler de ce savant du XVIe siècle, à la fois grand naturaliste, grand alchimiste et grand voyageur ?»« Précisément. »« Une des gloires de la littérature et de la science islandaise. »« Comme vous dites. »« Un homme illustre entre tous. »« Je vous l'accorde. »« Et dont l'audace égalait le génie. »« Je vois que vous le connaissez bien. » Mon oncle nageait dans la joie à entendre parler ainsi de son héros. Il dévorait des yeux monsieur Fredrickson. « Eh bien, demanda-t-il, ces ouvrages ?»« Ah, ces ouvrages, nous ne les avons pas. »« Quoi ? En Islande ?»« Ils n'existent ni en Islande ni ailleurs. »« Et pourquoi ? » Parce que Arne Saknussemm fut persécuté pour cause d'hérésie, et qu'en 1573, ses ouvrages furent brûlés à Copenhague par la main du bourreau. « Très bien, parfait !» s'écria mon oncle, au grand scandale du professeur de sciences naturelles. « Hein ?» fit ce dernier. « Oui, tout s'explique, tout s'enchaîne, tout est clair, et je comprends pourquoi Saknussemm, mis à l'index et forcé de cacher les découvertes de son génie, a dû enfouir dans un incompréhensible cryptogramme le secret... »« Quel secret ?» demanda vivement M. Fredrickson. « Un secret dont... » répondit mon oncle en balbutiant. « Est-ce que vous auriez quelques documents en particulier ?» reprit notre hôte. « Non, je faisais une pure supposition. »« Bien, » répondit M. Fredrickson, qui eut la bonté de ne pas insister en voyant le trouble de son interlocuteur. « J'espère, » ajouta-t-il, « que vous ne quitterez pas notre île sans avoir puisé à ses richesses minéralogiques. »« Certes, » répondit mon oncle, « mais j'arrive un peu tard, des savants ont déjà passé par ici. »« Oui, monsieur Lindenbrock, les travaux de messieurs Olafsson et Povelson exécutés par ordre du roi, les études de Troïl, la mission scientifique de messieurs Gaimard et Robert, à bord de la corvette française La Recherche, et dernièrement, les observations des savants embarqués sur la frégate La Reine Hortense ont puissamment contribué à la reconnaissance de l'Islande. Mais croyez-moi, il y a encore à faire. »« Vous pensez ? demanda mon oncle d'un air bonhomme, en essayant de modérer l'éclair de ses yeux. « Oui, que de montagnes, de glaciers, de volcans à étudier qui sont peu connus. Et, tenez, sans aller plus loin, voyez ce mont qui s'élève à l'horizon. C'est le Sneffels. »« Ah !» fit mon oncle, « le Sneffels. »« Oui, l'un des volcans les plus curieux et dont on visite rarement le cratère. »« Éteint ? » ?»« Oh, éteint depuis 500 ans. » Eh bien, répondit mon oncle qui se croisait frénétiquement les jambes pour ne pas sauter en l'air. J'ai envie de commencer mes études géologiques par ce Fessel, comment dites-vous ? Sneffels, reprit l'excellent M. Fredrickson. Cette partie de la conversation avait eu lieu en latin,
J'avais tout compris et je gardais à peine mon sérieux à voir mon oncle contenir sa satisfaction qui débordait de toutes parts. Il prenait un petit air innocent qui ressemblait à la grimace d'un vieux diable. « Oui, fit-il, vos paroles me décident. Nous essayerons de gravir ce Sneffels, peut-être même d'étudier son cratère. » « Je regrette bien, » répondit M. Fredrickson, « que mes occupations ne me permettent pas de m'absenter. Je vous aurais accompagné avec plaisir et profit. » « oh, non, répondit vivement mon oncle. Nous ne voulons déranger personne, monsieur Fredrickson. Je vous remercie de tout mon cœur. La présence d'un savant tel que vous eût été très utile, mais les devoirs de votre profession... J'aime à penser que notre hôte, dans l'innocence de son âme islandaise, ne comprit pas les grosses malices de mon oncle. « Je vous approuve fort, monsieur Lindenbrock, dit-il, de commencer par ce volcan. Vous ferez là une ample moisson d'observations curieuses. Mais dites-moi, comment comptez-vous gagner la presqu'île de Sneffels ? » ?»« Par mer, en traversant la baie. C'est la route la plus rapide. »« Sans doute, mais elle est impossible à prendre. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que nous n'avons pas un seul canot à Reykjavik. »« Diable !»« Il faudra aller par terre, en suivant la côte. Ce sera plus long, mais plus intéressant. »« Bon, je vais à me procurer un guide. »« J'en ai précisément un à vous offrir. »« Un homme sûr, intelligent ? » ?»« Oui, un habitant de la presqu'île. C'est un chasseur d'Eider, fort habile, et dont vous serez content. Il parle parfaitement le danois. »« Et quand pourrais-je le voir ? » ?»« Demain, si cela vous plaît. »« Pourquoi pas aujourd'hui ? » ?»« C'est qu'il n'arrive que demain. »« À demain donc, » répondit mon oncle avec un soupir. Cette importante conversation se termina quelques instants plus tard par de chaleureux remerciements du professeur allemand au professeur islandais. Pendant ce dîner, mon oncle venait d'apprendre des choses importantes, entre autres l'histoire de Saknussemm, la raison de son document mystérieux, comme quoi son hôte ne l'accompagnerait pas dans son expédition, et que dès le lendemain, un guide serait à ses ordres.